Deuxième session du Bureau politique national du MPP depuis sa mise en place en septembre dernier. À l'ordre du jour de cette rencontre, les conclusions du dernier congrès du parti au pouvoir et les crises sécuritaires et sanitaires que connaît le Burkina Faso. L'élite dirigeante du parti a une fois de plus appelé à l'union et au soutien des FDS pour faire face au terrorisme. Aménagement de l'interconnexion RN4-RN5, les travaux suspendus depuis janvier dernier reprennent ce 22 novembre. Le projet consiste au bitumage d'une double voie de 9 km 828 qui fait la jonction entre la RN4 et la RN5 en passant par le camp Babassi. La mairie de Ouagadougou a visité le site hier. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 70%. Les images dans ce 20h. Et puis, fin du filet par Festival international de la liberté d'expression et de la presse. La 9e édition a réuni des journalistes burkinabés d'ailleurs sur la problématique de la liberté d'expression et de la presse. Des propositions ont été faites pour relever les défis des journalistes dans ce contexte de crise et de l'expansion des réseaux sociaux. Bonsoir à vous et bienvenue à ce 20h. Le Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a tenu sa deuxième session depuis son installation en septembre dernier, ce samedi matin à Ouagadougou. Au cours de la rencontre, cette élite militante du parti a fait le point des conclusions de ces derniers congrès. Du dernier congrès, les questions sécuritaires et sanitaires étaient également à l'ordre du jour de cette rencontre. Regardez. C'est la deuxième session du Bureau politique national du parti au pouvoir depuis sa mise en place en septembre dernier. Elle a réuni des participants venus des 4 coins du Burkina Faso et d'ailleurs. À l'ordre du jour de cette rencontre du Bureau politique national, l'avis du parti et aussi et surtout les questions d'actualité, notamment celles en lien avec la situation sécuritaire. Ce BPN a consacré 2 motions. Une motion de soutien au président du Faso, président de ce pays, et une deuxième motion de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne les informations, il a été question aussi de la situation sanitaire au niveau de ce pays. Et nous avons voulu, à partir de ce BPN, démontrer que le MPP est toujours là. À toutes ces personnes qui prédisent l'apocalypse au Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé est convaincu qu'il n'en sera rien. Il invite tous les fils et filles du Burkina Faso à se donner la main afin de lutter efficacement contre l'ennemi commun. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coups d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu des FDS, des forces républicaines qui ont contré cela. Il y a eu des populations qui savent que la construction de ce pays, l'avenir de ce pays n'appartient à aucune personne. L'avenir nous appartient tous. Rappelons que ce nouveau bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a été mis en place lors du congrès qui s'est tenu du 23 au 26 septembre 2021. À Houndé, dans le Tui, des populations, à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, ont battu le pavé hier vendredi. Une marche de protestation pour dénoncer la gestion de la crise qui secoue la mairie de Houndé et demander le retour aux affaires du maire Dissam Bourema Nyoumou. Des revendications qui ont été transmises au haut-commissaire de la province de Tui. Pour rappel, Dissam Bourema Nyoumou avait été remplacé en avril 2021 suite à une décision du ministre en charge de l'administration territoriale, Joseph Koudou. On veut Dissane. C'est le cri de cœur des participants de la marche des populations de Houndé ce vendredi 12 novembre 2021. Une marche conduite par les chefs coutumiers pour réclamer selon eux la reconduction du maire Dissane Nyoumou. En fait, c'est une revendication d'un droit absolu. Voilà. Nous voulons en tout cas le retour de notre maire Nyoumou Dissane Bourema à la mairie de Houndé. Alors nous réclamons auprès des autorités ce droit-là par rapport à certains points essentiels.
Alors nous voulons le développement du village de Houndé surtout. Je pense que cette revendication-là est un bien-être de la cohésion sociale au sein de notre commune. Débuté devant la cour du maire déchu Bourema Dissagnoumou en passant par le rond-point Mathias Sorgo, les marcheurs ont eu pour point de chute le commissariat de la province du Tuy. Les manifestants disent ne pas vouloir d'un étranger à la tête de cette mairie. Pour eux, ils ont accordé leur suffrage au maire et non à un parti. Depuis un certain temps, nous avons appris que le maire a été remplacé, c'est-à-dire, soi-disant, une note est quittée de Bobo, venir enlever le maire de ses fonctions, soit en disant qu'il y a eu une affaire courante. Bon, nous, en tout cas, nous, on ne sait pas ce que la loi dit de tout ça. Pendant un certain temps, jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, en allant jusqu'à 6 mois, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, pourquoi? Parce que depuis, pendant les élections présidentielles, en ce moment, nous votons président et puis nous partons voter le député que nous voulons. C'est en ce moment, nous, on a voté notre député maire dans le parti MBF. Nous, on a voté le maire en question. On n'a pas voté un parti. Pourquoi pendant les élections, on n'a pas parlé de nomadisme politique? Où est la justice dans tout ça? Où est la loi? Si je prends l'exemple de Nagrengo, et puis s'appuie. Le maire là-bas, le député maire là-bas, c'est le même cas, c'est la même situation. Mais aujourd'hui, il fait son travail comme député maire. Notre tentative de rentrer en contact avec le haut commissaire est restée vaine. En rappel, le maire Dissagnoumou est élu député après avoir quitté l'UPC sous la bannière du MBF, alors qu'il était élu maire au compte de l'UPC. Litige foncier dans le village de Tangsega, dans la commune de Komsilga. Les populations de ce village dénoncent l'expropriation de leurs terres. En conférence de presse hier 12 novembre, ils disent être victimes depuis juin dernier d'une procédure d'expropriation de leurs terres par la société de promotion immobilière Abdul Service International, et ce, avec la bénédiction du maire de Komsilga, Issouf Nikiema. On en sait plus sur ce litige foncier avec Michael Toukri. Dans la commune rurale de Komsilga, c'est une affaire du foncier qui divise la population du village de Tangsega et le conseil municipal. Le maire de cette commune rurale, Issouf Nikiema, est accusé par les habitants du village d'exproprier leurs terres au profit de promoteurs immobiliers. Tout commence selon les conférenciers en juin 2018 où ils apprennent la présence d'une société immobilière dans leur village Tangsega pour des travaux d'aménagement. Nous avons été surpris par la suite de constater des piquets et des bornes topographique cadastrale sur nos terrains. Nous n'avons jamais été associés à une quelconque opération ou procédure d'aménagement et nous n'avons jamais cédé nos terrains. Nous avons adressé une correspondance à Monsieur le maire pour poser notre inquiétude, notre refus de céder nos terres. À l'issue de cette correspondance, une rencontre est organisée à la mairie de Komsilga où il est bien dit que tout promoteur immobilier doit avoir l'accord des propriétaires terriens avant de formuler la demande de délibération du conseil municipal, communal. Or, la société Abdul Service International n'a jamais contacté un propriétaire terrien à Tangsega, si ce n'est que l'achat de conscience et la manipulation pour obtenir la délibération. Depuis cette date, c'est une série d'actions menées pour opposer les refus d'aménager leurs terres s'il n'y a pas d'entente préalable entre le promoteur immobilier et la population de Tangsega. Un cabinet d'avocats est saisi du dossier par la population et un recours introduit devant le tribunal administratif pour l'annulation de la délibération du 7 juillet 2019. Le 18 février 2020, le conseil d'Abdul Service, le cabinet Birba, nous faisait une offre de règlement transactionnel à travers notre conseil. Pendant que cette procédure de règlement transactionnel est en cours, nous apprenons que la société Abdul Service International a introduit la procédure de demande de titres fonciers dans les services habilités sans tenir compte du différent foncier qui nous oppose. Cette manœuvre de la société Abdul Service International, soutenue par M. Nikiema Issoufou, maire de la commune de Komsilga, est l'accomplissement de leur basse besoin d'expropriation des terres. Selon les conférenciers, le différent foncier qui les oppose à la société de promotion immobilière Abdul Service International est estimé à 33 hectares.
Autre litige, cette fois-ci dans le secteur du trading. Des investisseurs ont animé une conférence de presse ce samedi pour exiger des sociétés de trading le remboursement de leurs capitaux. Alors que les comptes bancaires des sociétés de trading ont été dégelés depuis mars 2020, les investisseurs, eux, attendent toujours d'être remboursés. Après plusieurs luttes entamées sans gain de cause depuis la naissance de la crise des sociétés de trading en 2019, les traders montent une fois de plus au créneau et interpellent les autorités à se pencher sur la question. Maxime Jean-Yves Bambara. Faute de satisfaction de leurs revendications depuis mai 2019, date à laquelle leurs investissements ont été gelés avec les comptes bancaires de sociétés de trading, les investisseurs donnent une fois de plus de la voix pour réclamer le remboursement de leurs capitaux. Hommes, femmes, jeunes et personnes du troisième âge, les visages serrés et visiblement désespérés interpellent à la fois la justice et le gouvernement à se pencher sur leur situation. Notre souhait, c'est d'abord que les sociétés à qui nous avons confié notre argent nous remboursent nos capitaux d'abord. Ça, c'est vraiment notre premier souhait, que nos capitaux soient remboursés. Mais comme nous avons compris que ces gens n'ont pas la volonté de le faire, nous faisons appel à l'État, parce que l'État burkinabé a le devoir quand même de protéger l'ensemble de ses citoyens. Elles sont 4 sociétés de trading mises en cause dans cette affaire, dont Globumi, Glofas, Royal Finance et Barca Finance. Les investisseurs dénoncent une mauvaise volonté de ces sociétés de trading de s'acquitter de leurs dettes, bien que les comptes bancaires aient été totalement dégelés en mars 2020. Les investisseurs pensaient voir la fin des mois de misère qui les tenaient, mais que nenni, l'espoir s'est mis en cauchemar. En effet, au niveau de toutes les sociétés qui avaient pris l'engagement devant la justice de payer les investisseurs, ont commencé soit à ne pas payer ou à avancer des arguments fallacieux. La volonté de payer s'est transformée en stratagème digne de Machiavel. Vous savez, parmi les investisseurs, il n'y a pas une couche sociale de l'État du Burkina qui n'est pas dedans. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des militaires, il y a des commerçants, il y a les balayeurs de rue. À notre dernière conférence, une dame balayeuse de rue est venue dire ici qu'elle ne peut plus inscrire ses 3 enfants. Elle est obligée de s'occuper d'une seule personne parce qu'elle n'a plus. Ça veut dire que toutes les couches sociales sont concernées par cette affaire de société de trading. Accusés souvent par certains de faire du blanchiment d'argent, ces traders réunis en association jurent la main sur le cœur avoir acquis honnêtement et légalement leur argent. Et à un moment, la justice a demandé à ce que chaque investisseur vienne justifier ses sous. Tous ceux-là que vous voyez qui à visage découvert, qui sont ici assis comme vous là, sont des investisseurs qui ont acquis honnêtement leur argent. Il a été dit, quand les paiements vont être effectués, tout doit passer par la justice parce que la justice, le juge d'instruction a une liste de personnes à qui il ne faut pas payer. Parce qu'ils n'ont pas pu venir justifier leur argent. Ça, c'est leur affaire. Nous qui avons consenti, qui avons travaillé honnêtement pour avoir notre argent, nous attendons que l'État fasse quelque chose pour que nous puissions rentrer dans le sous. Selon les conférenciers, le préjudice financier subi est estimé entre 30 et 40 milliards de francs CFA. Ces investisseurs, plus d'une centaine, disent subir des conséquences dommageables et interpellent les autorités à ne pas se rendre complices des sociétés de trading par leur silence coupable. Hier, 12 novembre, la mairie de la ville de Ouagadougou s'est rendue sur le chantier de l'interconnexion RN4-RN5, une sortie terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Depuis le 18 janvier dernier, les travaux sur ce chantier sont suspendus pour un certain nombre de difficultés. La bonne nouvelle, les travaux reprennent le 22 novembre prochain. Le taux d'exécution des travaux de ce projet qui consiste au bitumage de la double voie qui fait la jonction entre la RN4 route de Fadangourma et la RN5 route de Léo est de 70%. Michael Tougré pour les détails de cette visite. Les travaux de bitumage de cette voie reliant le quartier Karpala et Benogo avaient été stoppés en janvier dernier pour une question de redimensionnement du projet. Les travaux de bitumage de cette voie en deux voies vont reprendre le 22 novembre prochain. Il y a eu, comme tout chantier de voirie, des difficultés aussi inhérentes donc aux aspects techniques. Nous mettons aussi la question liée donc aux pluies et tout ça dans les aspects techniques et les difficultés liées aux concessionnaires. Parce que si vous avez remarqué, c'est
C'est la rue qui prend l'essentiel des gros tuyaux de l'Onoya, on va dire comme ça, donc les tuyaux qui envoient l'eau de Ziga pour desservir la ville là. Il y en a au moins 3 lignes de tuyaux qui sont là. Et donc ça, on les traite avec assez de délicatesse. Voilà, parce que lorsque ces tuyaux, sont endommagés, c'est assez dangereux pour la ville. Le maire de la ville de Ouagadougou était sur le chantier en arrêt pour constater le taux d'exécution des travaux estimé à 70%. Pour Armand Pierre Bewende, la fin des travaux de cette voie permettra de soulager les populations puisque le projet va permettre de décongestionner le trafic urbain. C'est vrai que depuis le début des travaux, nous avons connu pas mal de problèmes. 1, avec les riverains, 2, avec les concessionnaires et 3, l'entreprise elle-même, dans son organisation, a eu pas mal de difficultés. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes ces difficultés sont derrière nous. Et le bailleur de fonds a accepté de proroger le projet. Et l'entreprise également a renforcé ses capacités avec des sous-traitants qui vont permettre de booster ce chantier-là. Il est fini à 70%, vous avez dû constater par vous-même. Et aujourd'hui, il ne reste que 30% de travaux à faire. Cette route longue de 9,8 km est financée par la Banque islamique de développement et l'État burkinabé. Le budget global de cette réalisation est estimé à un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Visite de chantier également pour le Premier ministre Christophe Dabiré le mercredi dernier dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le chef de gouvernement a constaté l'état d'avancement des travaux de bitumage du port sec et de l'avenue Chalon-Champagne. Il dit être satisfait de la qualité des travaux à l'issue de cette visite. On retrouve sur place notre correspondant Joseph Koudko. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré sur les chantiers d'extension et de bitumage du port sec de Bobo-Dioulasso. Après le port sec, le cap est mis sur le chantier de resurfaçage de l'avenue Chalon en Champagne, une avenue longue de 2,5 km en 2 voies. Une satisfaction du chef du gouvernement au regard du taux d'avancement des travaux. Ce projet, nous l'avons lancé au mois d'octobre 2019 et il était important que l'on constate les avancées. Ce projet est l'exemple même d'une bonne collaboration entre le secteur privé, le gouvernement et les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait le constat que pour ce qui concerne les infrastructures routières, tout avance bien. Il y a des chantiers qui sont déjà achevés et nous pensons que dans les tout prochains jours, d'autres seront achevés au grand bonheur des populations de la ville de Bobo-Dioulasso. Au niveau du port sec, nous avons constaté également que les choses avancent très bien. Même si les travaux avancent bien, tout est aussi mis en œuvre pour que les entreprises offrent des infrastructures de qualité. Je voudrais saluer la diligence avec laquelle le ministère des infrastructures et du désenclavement travaille à faire en sorte que les travaux au niveau du port sec et les travaux au niveau des infrastructures soient des travaux de qualité. Et je voudrais interpeller à l'occasion les entreprises de faire en sorte que le travail soit un travail de qualité mise à la disposition des populations de notre pays. Ces infrastructures viennent répondre un tant soit peu aux doléances longtemps émises par les autorités communales bénéficiaires. Nous sommes très heureux parce que nous disposons de ce que nous avons appelé le projet de la mobilité urbaine de la ville de Bobo-Dioulasso qui a été soumis au ministère des Infrastructures, au ministère des Transports aussi, tout court au gouvernement. Et nous voyons que progressivement, ce que nous avions souhaité et ce que nous avons dit comme priorité, bien sûr, le gouvernement est en train de nous appuyer à les réaliser. Alors, la voie où nous sommes là, je pense que nous, on avait prévu ça au budget communal. En temps, nous nous sommes rendus compte qu'on avait des difficultés. Et notre grande surprise, quand nous avons sollicité le gouvernement, la surprise a été très agréable. On nous a dit tout de suite, on va venir faire. Et voilà, c'est fait aujourd'hui. L'occasion a été saisie par les autorités communales pour faire un plaidoyer en faveur du bitumage de la voie qui rallie le port sec à l'avenue Chalon en Champagne dans le but de fluidifier le trafic sur le tronçon. Une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le Premier ministre a rassuré que des mesures seront prises pour faire de ce projet une réalité.
Après 72 heures d'activité et d'échanges autour du thème « La résilience des médias face aux crises sanitaires, sécuritaires et politiques », la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP a refermé ses portes hier 12 novembre. Ce cadre a permis aux hommes de médias venus d'Afrique et d'ailleurs d'identifier les problèmes qui entravent la liberté de presse et de faire des propositions pour l'épanouissement des acteurs du secteur. Abdoulrahim Nienye. Ces 72 heures de rencontres et d'échanges ont permis aux acteurs du monde des médias et défenseurs de la démocratie de relever les obstacles à la liberté d'expression et de la presse. La crise sécuritaire et sanitaire et le boom des réseaux sociaux constituent, selon les festivaliers, un obstacle à la liberté de presse. Ces trois défis ont en commun de mettre en péril la démocratie. Pour le terrorisme, c'est très clair, c'est abattre la démocratie. Pour les deux autres, certainement, il y a des nuances à faire, mais c'est certain que, à l'occasion de cette pandémie, il y a eu certainement des tentatives de réduction de certaines libertés, mais avec la vigie des médias. Je pense que le débat se poursuit et les tics sont là aussi. On voit bien qu'ils bousculent les règles élémentaires de la démocratie. Je parle ici des réseaux sociaux. C'est valable en Afrique, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Europe. Il y a des efforts des gouvernements pour essayer de saisir juridiquement cette expansion des technologies, cette expansion des réseaux sociaux, et je pense que nous sommes tous conscients. Face à cette situation et des menaces enregistrées contre des journalistes africains, le FILEP a fait des recommandations pour la protection juridique et physique des hommes de médias. Vous avez parlé un appel des participants, dit l'appel de Ouagadougou, un appel à l'endroit des chefs d'État de la CEDEAO pour la réouverture diligente des frontières terrestres. Parce que les médias ont constaté, les hommes et les femmes l'ont constaté, qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont impactés à cause de cette fermeture des frontières. Il y a au moins 107 journalistes burundais qui sont à travers l'Afrique et dans le monde qui ont été obligés de quitter leur pays. Il y a eu des menaces à l'endroit des journalistes, des difficultés de toutes sortes. Donc nous avons appelé les responsables politiques et juridiques d'œuvrer pour encore plus de protection à l'endroit des femmes et hommes des médias qui se battent jour et nuit pour informer, éduquer les populations. Le comité d'organisation se félicite de la réussite de cette 9e édition, surtout de la qualité des panels et des propositions qui ont été faites. Les activités de la cuvée 2021 du FILEP prennent fin avec la remise du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo. Le SICABAT, Salon international du bâtiment 13e édition, est ouvert à Ouagadougou depuis le 11 novembre dernier. Occasion toute offerte aux différentes entreprises du domaine d'exposer leurs produits et leur savoir-faire. C'est le cas de BMS Électrique qui expose ses produits depuis l'ouverture de cette édition. Spécialisé dans le domaine de l'appareillage électrique et les accessoires, BMS Électrique offre une panoplie de produits à la clientèle. Je vous propose un tour dans le centre de BMS Électrique. Dans ce reportage signé Serge Kabouré. Sur l'aire d'exposition de la 13e édition du Salon international du bâtiment SICABAT, plusieurs entreprises font étalage de leurs produits et parmi lesquels BMS Électrique. Spécialisé dans le domaine de l'appareillage électrique et les accessoires, le représentant de BMS Électrique au Burkina, qui n'est autre que l'établissement Kinda Sayouba, expose ici une variété de produits. On a choisi de venir à ce centre d'exposition SICABAT pour en quelque sorte toucher presque tout le monde. Par exemple, il y a des visiteurs, il y a des entrepreneurs, il y a des techniciens qui passent sur ces lieux parce que ça y va de la construction et nous sommes pour ça toucher au moins pas mal de personnes pour présenter le produit BMS Électrique. Des interrupteurs modernes avec changement de couleur, des disjoncteurs et bien d'autres. Bref, tout y est ici avec BMS Électrique pour épater la clientèle. BMS Électrique, nous sommes spécialisés sur l'appareillage électrique. Nous avons des interrupteurs, des ampoules, des disjoncteurs, des coffrets et aussi des goulottes. Vraiment des produits de bonne qualité. Et on a des variétés d'interrupteurs. Voilà, de différentes couleurs en fonction des gammes de la peinture.
Au titre des spécificités de cet établissement au Sikabat, les variateurs de 800 watts ne passent pas inaperçus. Le client peut retrouver beaucoup de choses qu'il n'y a pas ailleurs. Par exemple, on a par exemple, les variateurs, il y a des variateurs de 800 watts, mais sur le marché, nous en trouvons plus les 500, les 600 watts. Mais nous disposons des variateurs vraiment des 800 watts et on a aussi des variétés de couleurs des interrupteurs. Par exemple, des interrupteurs qui ont plusieurs couleurs en fonction de la peinture, que tu peux choisir la couleur qui convient. Ça n'est pas un peu partout comme vous le voyez. La présente édition du Sikabat, qui se poursuit jusqu'au dimanche 14 novembre, est placée sous le thème de la contribution du secteur du bâtiment et des travaux publics dans la résorption du chômage des jeunes au Burkina Faso. Déclic fatal est le tout premier recueil de nouvelles de l'écrivaine Rebecca Roxane Lakwande. Ce recueil composé de 7 nouvelles dépeint les réalités souvent difficiles que vivent les femmes. Dans ce recueil de 93 pages, la nouvelle écrivaine aborde des thématiques comme l'excision et la prostitution. L'œuvre a été présentée au public et dédicacée ce 13 novembre à Ouagadougou. Les images avec Fatima Tanikim. Déclic fatal, la condamnée, la bannie. Le prix de la facilité, Noces amères, Nature corrompue et Just Married sont les 7 nouvelles qui composent le recueil Déclic fatal. Cette œuvre de 93 pages aborde des thèmes liés à l'excision, à la prostitution, à l'infidélité et à la violence sous toutes ses formes. Des situations dans lesquelles la femme est décrite comme victime, mais aussi coupable de ses malheurs. Ma plume est devenue une plume engagée à partir du lycée. Quand je me suis rendu compte que j'étais dans une société qui n'était pas tout le temps juste, surtout vis-à-vis de la femme, alors j'ai commencé à écrire sur la condition féminine. Donc c'était surtout mettre le doigt sur certains maux de la société, c'était attirer l'attention de ces personnes-là qui vivent là autour de nous, mais qui ne savent pas vraiment ce dont peuvent être victimes les femmes. La toute nouvelle écrivaine qui vient agrandir le cercle des écrivains burkinabés est titulaire d'un Master 2 en droit public de l'Université Aube Nouvelle. Une fierté pour le premier responsable de cette université de compter parmi ses étudiants une écrivaine. C'est la volonté de l'étudiant qui permet, après la formation académique, de faire le choix. Ça devient une passion, et c'est le cas de mon étudiante, qui peut être ingénieur, il peut être un juriste, il peut être un économiste, il peut être de la communication et décider donc d'écrire. Et c'est vraiment une volonté. Ça nécessite beaucoup de courage et de lecture. Et c'est pourquoi je suis fier. Né le 21 septembre 1994 à Ouagadougou, Yenoudi Rebecca Roxane Soukaina Lakwande, en plus de sa passion pour la lecture et l'écriture, est entrepreneuse et fondatrice d'une organisation dénommée Suplama. 3 grands concerts live inédits au Burkina Faso dans le but de venir en aide aux personnes vulnérables. C'est l'initiative de Africa Distribution. Il s'agira de collecter des fonds pour soutenir les personnes dans le besoin. À ces concerts prendront part des grands noms de la musique burkinabé et sous-régionale. Les dates de ces concerts et la tête d'affiche ont été dévoilées par l'entreprise Africa Distribution le jeudi à Ouagadougou lors d'un point de presse. On découvre ensemble les grandes lignes de ces concerts. Afin de venir en aide aux personnes vulnérables, un élan de solidarité nationale s'impose. C'est dans ce contexte que l'entreprise Africa Distribution organise une série d'activités, dont 3 concerts live inédits qui connaîtront la participation de plusieurs artistes de renom tels que Fally Ipupa. Le premier responsable de cette entreprise compte sur la participation effective de la jeunesse burkinabé à ces activités. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse burkinabé très dynamique, très rêveuse, qui a beaucoup d'ambition. On a des jeunes burkinabés aujourd'hui qui voyagent partout dans le monde, qui rêvent de voir le Burkina être un pays radieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet événement-là, pour montrer aux gens que nous sommes là, que nous devons dépasser tous nos différends pour nous unir face à une cause qui est noble, les personnes vulnérables. Et ça, on est décidé à le faire, vaille que vaille, quoi qu'il arrive. Plus de 50 000 personnes sont attendues autour de ces activités et 100% des bénéfices récoltés seront utilisés pour des œuvres sociales. Cet acte de charité vise à encourager la résilience du peuple burkinabé.
Pour les Burkinabés, on prépare le rêve. On prépare un spectacle qu'ils ne vont pas oublier. Mais on prépare aussi une grosse solidarité. À un moment pour montrer notre patriotisme et notre solidarité vis-à-vis des uns et des autres. Parce que c'est un concert, mais on va au-delà. Pour donner une autre dimension qui est la solidarité. Mais aussi la résilience, parce qu'il est important. Et qu'à la suite de tout ce qui se fait, on continue de faire les choses encore plus grandes afin de montrer aux yeux du monde que notre pays est résilient, mais aussi qu'on est solidaires entre nous. L'association Gopaga, qui vient en soutien aux veuves et aux orphelins de militaires tombés au front, figure parmi les bénéficiaires de fonds qui seront récoltés. Elle a été représentée par sa présidente à cette conférence de presse. Il nous a demandé quels sont nos besoins. Le besoin scolarisation, le besoin carte d'assurance maladie, le suivi psychologique de toutes les veuves et toutes les veuves. On avait déjà le budget. Nous, on est en train de lever maintenant le budget pour la partie, le volet autonomisation des femmes. Et il m'a dit, nous organisons un concert et les bénéfices, une partie ira chez vous. Donc j'ai dit, très bien. Donc raison pour laquelle je suis là ce soir, pour témoigner de ce que Africa Distribution a déjà fait pour Gopaga. Notons que Canal+ est le principal partenaire de ces activités organisées par l'entreprise Africa Distribution. Pour les concerts, les dates du 9 et 11 décembre ont été retenues respectivement pour le concert VIP et celui du grand public à Ouagadougou. Un troisième concert grand public est annoncé pour le 12 décembre prochain au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. C'est tout pour ce 20h et c'est la fin de 6 jours de présentation 20h pour moi. Demain 20h, vous serez avec Geoffroy Vaha pour le journal du dimanche soir. À la semaine prochaine dans d'autres éditions d'information. Bonsoir et bon week-end.